Allez-y, buvez votre eau. On a le temps. C'est bon, allez-y. Prenez, vous pouvez boire. Vous êtes en train de boire de l'eau, non? C'est fini? Ah, ok. Messieurs les membres du jury, monsieur Youin, c'est bien ça, hein? D'habitude, j'évite de prononcer les noms, là. C'est Youin Frédéric Jean Oberlin nous présente son document pour analyse aujourd'hui sur l'impact, donc c'est l'impact de la coupe du bois et des infrastructures urbaines dans la dynamique de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam, Côte d'Ivoire. Voilà, le jury n'ayant pas changé, donc je propose donc, pour gagner du temps et nous permettre ensuite d'être libérés pour aujourd'hui, parce que demain on a encore toute une série de soutenances. Il faut qu'on lise cette nuit. On vous donne un quart d'heure si vous êtes d'accord, ou bien vous en voulez plus. Non, c'est bon, un quart d'heure. Ok, donc on vous donne un quart d'heure pour nous faire la synthèse de votre travail. Monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury. Monsieur le président du jury, chers membres du jury, le sujet que nous vous présentons et soumettons à votre analyse porte sur l'impact de la coupe du bois et des infrastructures urbaines dans la dynamique de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam. Le plan de notre exposé s'articule autour de 6 points, dont une introduction, une synthèse bibliographique, la méthodologie, quelques résultats et recommandations, et nous finirons ensuite par un mot de fin. Il faut noter que les mangroves sont des écosystèmes atypiques, généralement constitués de grands arbres appelés des palétuviers. Ils sont localisés dans les zones humides côtières, c'est-à-dire des espaces qui sont situés entre la mer et la terre ferme. La mangrove a longtemps été marginalisée et ce n'est qu'au XXe siècle que son importance écologique et économique a été connue. La mangrove joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement de l'écosystème. Elle permet la séquestration du carbone dans sa vasière et procure du nutriment aux poissons par le processus de biodégradation des végétaux. En outre, la mangrove est un moyen de subsistance et de sécurité alimentaire pour les populations environnantes. Toutefois, malgré son importance écologique et économique, ce milieu est soumis à de fortes pressions anthropiques entraînant sa dégradation. La FAO a montré en 2005 que 50% des mangroves dans le monde ont disparu et celles mêmes qui restent sont en péril. La zone humide de Grand Bassam n'est pas non plus épargnée par la dégradation indéniable de son écosystème. Les observations sur le terrain nous montrent que ce milieu est soumis à de fortes pressions anthropiques, notamment la coupe excessive de bois de palétuviers par les populations riveraines, ce qui a engendré aujourd'hui un gigantesque marché de bois, et également l'installation des infrastructures urbaines sur des espaces contenant des plants de palétuviers. Face à ce problème, le ministère des Eaux et Forêts a mené des actions afin de pouvoir contrer la dégradation de la mangrove. Notons au passage les campagnes de sensibilisation qui se sont menées dans la localité de Grand Bassam, et elle avait pour vocation de sensibiliser les populations riveraines à l'utilisation durable de la ressource de la mangrove. Et nous notons également que les agents des Eaux et Forêts ont été formés à la gestion de ce milieu. Face à toutes ces médiations qui ont été menées par le ministère des Eaux et Forêts, Monsieur le Président du jury, nous constatons que le problème de dégradation de la mangrove est toujours observé, entraînant une transformation spatiale de ce milieu et des risques d'inondation. Pour cela, il est impérieux de se poser la question de savoir, mais quel est l'impact de la coupe du bois et des infrastructures urbaines dans la dynamique de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam? De ces questions découlent deux questions subsidiaires, à savoir, quelle est l'évolution de la superficie de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam et quelle est la cause d'intensification de la dégradation de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam. Pour mener une réflexion autour de ces questions, il s'agira de façon générale d'analyser l'impact de la coupe du bois et des infrastructures urbaines dans la dynamique de la mangrove. Et plus spécifiquement, il s'agira de caractériser l'évolution de la mangrove de 1985 à 2030 à partir des images satellitaires et d'identifier la cause d'intensification à la dégradation de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam. Il faut noter que la zone humide de Grand Bassam est située au sud de la Côte d'Ivoire et elle est enclavée par 3 régions, notamment le district autonome d'Abidjan, la mer, le sud Comoré. Et elle est bordée au sud par
l'océan Atlantique. Elle a été classée comme site Ramsar le 18 octobre 2005 avec une superficie de 40 210 hectares. En ce qui concerne la synthèse bibliographique, il faut dire que bon nombre d'auteurs ont abordé la problématique de la dégradation de la mangrove, notamment Enyankou en 2007, qui a travaillé sur les mangroves de la zone côtière de Fresco, et il a révélé que ce milieu est soumis à de fortes pressions anthropiques, ce qui entraîne la diminution de ses superficies. Également, Akadie et ses collaborateurs en 2017 ont travaillé dans la zone humide des Grands Bassins et ils se sont intéressés à caractériser les types d'occupation du sol des espaces naturels de ce milieu. Et ils ont relevé que les types d'occupation des espaces naturels sont en régression. Au regard de cette revue bibliographique, nous posons ces deux hypothèses suivantes. La première hypothèse stipule que la superficie de la mangrove de la zone humide des Grands Bassins se réduit à cause de la progression des espaces humanisés et des coupes de palétuviers. Et la deuxième hypothèse stipule que l'absence d'une mise en œuvre concrète d'activités de restauration et de résilience de la mangrove contribue à sa dégradation. Pour vérifier ces deux hypothèses, nous avons adopté une méthodologie qui est constituée de 4 étapes. La première étape, nous avons fait la recherche documentaire et des données. Nous avons eu recours aux revues scientifiques des thèses et mémoires qui abordent la thématique de la dégradation de la mangrove, les rapports, les données statistiques issues de l'INS, Institut national de la statistique, les données cartographiques, les données satellitaires, des images Landsat de 1985 et 2017. Nous avons également eu à faire des observations de terrain. Cela nous a permis d'apprécier la distribution spatiale de la mangrove et d'appréhender le facteur réel de dégradation de la mangrove. À cela s'ajoutent les entretiens et les questionnaires. Nous sommes entretenus avec 6 personnes, notamment la directrice de la FOL, le directeur technique des services de la mairie, les 2 chefs du village de Eloka et Ebra. Et la méthode que nous avons utilisée pour l'entretien est une méthode semi-structurée. Également, nous avons administré un questionnaire aux personnes qui font la coupe des palétuviers. Et au total, nous avons questionné 84 personnes en utilisant la méthode exhaustive sur la base de sondage des 2 chefs du village. Toutes ces données recueillies ont été traitées dans un système d'information géographique et cela a mobilisé les logiciels suivants. ADIS qui nous a permis de faire la mise en page et le calcul des superficies des différents types d'occupation du sol. Google Earth qui nous a permis d'apprécier de façon indirecte l'évolution spatio-temporelle à l'ordinateur. Idris Selva qui nous a permis de faire les simulations spatiales à l'horizon 2030. Et EDAS Imagine qui nous a permis de faire la classification supervisée et non supervisée des images satellitaires. Au regard de cette méthodologie, nous avons eu quelques résultats. Le graphique ici présente l'organisation du marché de bois à Eloka et à Ebra. Il faut dire que la coupe des palétuviers, qui est un facteur de dégradation de la mangrove, a engendré un gigantesque marché de bois qui est commercialisé à 2 niveaux de commercialisation. Le premier niveau de commercialisation concerne 50 personnes qui font la coupe journalière du bois et ils coupent pratiquement 4,71 mètres cubes de bois. Le deuxième niveau de commercialisation concerne 34 personnes dont l'âge est compris entre 30 et 45 ans et ces personnes s'organisent 3 fois dans le mois pour ne couper que 318 mètres cubes de bois. Également, nous avons caractérisé un autre facteur de dégradation qui est l'installation des infrastructures urbaines mal planifiées. Et ce schéma ici nous présente le plan d'aménagement du Grand Abidjan. Et sur ce plan d'aménagement, nous voyons ici un espace vert qui a été réservé. Mais monsieur le président du jury, force est de constater que ce milieu a été quasiment détruit pour abriter des infrastructures immobilières. Monsieur le président du jury, les différents éléments que nous venons de caractériser ont laissé une empreinte spatiale sur la mangrove de la zone humide des Grands Bassins. Et sur ce graphique, nous présente l'évolution de la superficie de la mangrove entre 1985 et 2030. En abscisse, nous avons les années
en ordonnée, nous avons les superficies. Et il ressort qu'en 1985, la superficie de la mangrove était estimée à 552 hectares contre 303 hectares en 2017. D'où une perte de 248 hectares en 32 ans, c'est-à-dire sur la période de 1985 à 2017. Et les simulations prospectives nous disent que d'ici à l'horizon 2030, la superficie qui était estimée à 303 hectares en 2017 sera de 249 hectares en 2030, soit une perte de 54 hectares en 13 ans. Et nous confirmons que la superficie qui se perd par année est de 8 hectares. Monsieur le président du jury, nous nous sommes posé la question de savoir, mais étant donné que c'est un site Ramsar, en principe, il y a des actions de restauration et de résilience qui doivent se mettre en place. Mais qu'est-ce qui justifie réellement l'intensification de la dégradation de la mangrove? Et pour cela, pour vérifier cette hypothèse, nous avons analysé les différents projets qui ont été mis en œuvre dans la zone humide en Côte d'Ivoire de façon générale. Et il ressort que sur les 6 sites Ramsar que la Côte d'Ivoire possède, un seul site Ramsar a reçu un projet de restauration et de résilience, notamment le projet Wabi, ici dans la zone humide de Fresco. Et nous voyons que la zone humide de Grand Bassin, notre zone d'étude, n'a pas reçu concrètement de projet de restauration et de résilience, d'où la dégradation indéniable à chaque fois est observée. L'hypothèse selon laquelle les superficies de la mangrove se dégradent du fait de la coupe du bois et l'installation des infrastructures urbaines et l'absence d'une mise en œuvre concrète de projets de restauration et de résilience de la mangrove sont confirmées. Monsieur le président du jury, au vu de toutes ces actions qui ont été évoquées, le problème sur la dégradation de la mangrove, et nous recommandons des actions qui permettent de régler ou de pallier à ce problème. Et ces actions sont axées sur les actions qui contribuent aux objectifs 1, 11, 14 et 15 d'Aichi. Et ces actions opérationnelles sont notamment la restauration, la résilience, la conservation et l'élevage de poulets. En ce qui concerne la restauration, il faut dire que nous recommandons de faire un planting d'arbres de palétuviers, généralement les rhizophora, et nous allons mettre en pépinière les propagules. Étant donné que nous voulons restaurer 54 hectares, donc nous allons mobiliser pratiquement 1500 propagules. Et nous aurons également le soutien du professeur Enyankou, qui est un peu de la notion dans cette lancée. Également, en ce qui concerne la résilience, nous allons mettre en place, ou nous recommandons de mettre en place un parc à bois. Et ce parc à bois va mobiliser l'acacia mondium. Et il faut dire que pour pouvoir se détourner carrément de la coupe du bois des populations riveraines, il va falloir mettre en place un parc à bois pour que ces populations oublient ou laissent la coupe, les mangroves, pour se tourner vers d'autres sources d'énergie. Également, dans le projet, nous avons un volet de conservation. Et il faut dire que ce volet, c'est adressé à la mairie de la zone humide de la mairie de Grand Bassam. Et à ce niveau, nous recommandons à la mairie d'imposer des taxes aux personnes qui se sont installées déjà, surtout les entreprises. Comme on ne peut pas les déguerpir, il faut imposer des taxes, et ces taxes vont permettre à ce qu'on fasse des reboisements. Et les amendes pour des personnes qui s'installent de façon illicite maintenant, il faut dire que quand ces personnes s'installent, ils doivent payer des amendes afin de ne pas répéter cette action. À cela s'ajoute l'élevage de poulets, et ça c'est une idée participative du chef de Eloka et des bras, qui nous disent que pour pouvoir se détourner réellement de la coupe du bois, il faut promouvoir l'élevage de poulets. Donc nous recommandons au ministère des Eaux et Forêts ou à l'État de Côte d'Ivoire de promouvoir l'élevage de poulets à Eloka et à Ebra, car ce sont ces deux zones qui font la coupe excessive du bois de palétuvier. Monsieur le président du jury, avant de terminer mes propos, il faut dire que la mangrove de la zone humide de Grand Bassam est en perpétuelle dégradation. Et les images satellitaires nous montrent que
la superficie qui était estimée à 552 hectares en 1987 est réduite et passe à 303 hectares en 2017. Et les simulations prospectives à l'horizon 2030 nous disent que si rien n'est fait, la superficie de la mangrove sera de 249 hectares. Et pour cela, nous proposons des actions opérationnelles qui contribuent à l'atteinte des objectifs 1, 11, 14 et 15 d'Aichi, notamment la résilience, la conservation et la restauration. Monsieur le Président du jury, nous sommes au thème de notre présentation. Toutes remarques et suggestions sont les bienvenues afin de parfaire nos documents. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation de 14-15. C'est vous, monsieur. Monsieur Ouedraogo. Président. Ah, bon. Comme vous êtes en train de boire du bon thé sans nous, on va vous donner la parole. Est-ce que vous êtes plus réveillé que nous? Mon âge, on ne me donne pas la parole, je la prends. Bon, prends-la, arrache même si tu veux. Je vous remercie, monsieur le président du jury. Alors, je ne vais pas revenir au Salam Alek. Et merci de m'avoir associé à cet important travail qui arrive à temps parce que je pense que c'était en décembre, en novembre plutôt, que j'étais en Côte d'Ivoire pour travailler dans le cadre de ce site Ramsar. Au départ, le projet voulait que l'université Senghor, le professeur Konaté et puis de deux autres experts internationaux se joignent à nous pour faire le travail, mais vous savez, on peut avoir de très bons projets et dans les autorisations pour la mobilisation financière, on est bloqué souvent par une hiérarchie qui ne comprend pas la nécessité d'intégrer en réalité des experts de terrain. En fait, quand vous dans vos institutions, ce sont des gens qui ne travaillent et ne voient que le niveau policier, et oublient que le travail de terrain est plus important par rapport à la déclaration des Nations Unies. On se retrouve dans des situations où on préfère envoyer des gens qui vont venir compiler des recommandations et puis après le pays va se poser des questions, est-ce qu'ils sont même engagés à mettre en œuvre les recommandations qui viennent d'experts étrangers. Anyway, je viens d'envoyer une belle jupe à Ramsar, vous l'avez compris, et je parle du secrétariat de Ramsar. Ce travail m'intéresse à différents titres. Il m'intéresse parce que cette mangrove n'a pas été spécifiquement, la mangrove de Grand Bassam n'a pas été spécifiquement choisie par les bailleurs de fonds actuellement qui financent la restauration de la mangrove en Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est Fresco qui est dans le programme WABIC, et malgré tous les efforts, et nous continuons, d'ailleurs j'aurais besoin de l'appui du professeur Konaté et puis de celui du docteur Yelkouni pour qu'on puisse encore montrer à M. Anada qui est là, qui est le coordonnateur d'un grand projet du projet WABIC, que pour la prochaine phase de WABIC, il faut nécessairement insérer la mangrove de Grand Bassam dans le dispositif d'investissement. Parallèlement, il faut que le ministère soit ouvert. Parce que tant que le ministère, je parle du ministère, donc du département ministériel qui s'occupe de ce site-là, s'ils ne vont pas vers les enseignants chercheurs tels que le monsieur Konaté et d'autres enseignants, ils ne pourront pas avoir les argumentaires nécessaires et scientifiques, techniques pour justifier la nécessité de prioriser ce site. Et ça manque. Ça manque parce que quand on fait l'analyse
l'université est très peu associée à ce qui se fait sur le terrain. Et ça a été dit, redit, et ce sera dit encore. Alors, merci Paul Odango, merci pour pouvoir souligner ça. Voilà. Alors, avant de commencer à éplucher, à regarder le document de monsieur, alors, mais pourquoi moi je l'appelle Oberlin, il me permettra de dire monsieur Oberlin. Oui, ça va être avant de rentrer, il faut qu'il note quelque part qu'est-ce que ça veut dire planting. Parce qu'il a dit planting. Moi aussi j'ai noté ça. J'ai mis c'est quoi un planting. Voilà, il faut qu'il me dise après, quand il va répondre aux questions, qu'est-ce que ça veut dire le planting. D'accord. Et puis, il y a une de ces diapositives où il est écrit Acacia Magium, avec le Magium avec un M majuscule. Donc j'aimerais savoir, il a fait un travail important. Je n'ai pas dit qu'il a fait un très bon travail, c'est différent. Ce qu'il a fait, c'est important. C'est important, et ça, je reviendrai quand je vais faire l'analyse du fond. C'est important. Parce que, tout simplement, il a essayé de regarder qu'est-ce qui entraîne, quelle est l'évolution spatiale. Donc, il a caractérisé l'évolution spatiale de la mangrove et de la zone humide de 1985 à 2030. Alors, avec un petit focus sur la coupe du bois et les infrastructures. Je dis bien un petit focus. Et ça va d'ailleurs entraîner la nécessité de revoir le titre de ce, parce que la coupe du bois et les infrastructures urbaines là, ça tient sur 3 pages et demi maximum dans le mémoire. On est d'accord. J'ai déjà formuler le titre pour le faire. Voilà, donc le titre est à revoir. Voilà. Mais ça n'enlève pas le côté intéressant de son mémoire. Et au niveau de la forme, si vous allez au résumé, alors, rien que la première phrase, moi, j'avoue que si déjà, en fait, quelqu'un commence la première phrase de son mémoire avec une erreur comme ça, moi, ça me fait un tic. C'est comme si le matin, à peine tu rentres dans ton bureau, un de tes agents rentre et te dit bonjour patron, bonjour chef, bonjour professeur, et il pue l'alcool. Tu es complètement découragé. Et voilà. Il dit, les mangroves mondiales ont longtemps été marginalisées avec une exploitation non rationnelle. Point. Et il continue. De ce fait, la question, sa dégradation. Oui, il faut relire. Je poursuis. L'habitat des mangroves est désormais le lieu propice pour l'installation des infrastructures de la commune de Grand Bassam. Point. En outre, l'ingérence du marché de palétuviers. C'est du marché, c'est des plantures de palétuviers ou bien c'est du bois. Je sais bien que c'est du bois, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il va se poser des questions. Donc ça, c'est très important Alors, ensuite, par la suite, les cartes thématiques, accompagnées de graphiques. Non, il faut parler de figures. Et je suis sûr qu'en cours de méthodologie, le professeur Yelkouni, le professeur Konaté, ils ont dû vous dire, dans les mémoires, parler de figures, même si c'est une photo, même si c'est un diagramme, parler de figures. L'abstrait est à revoir. Ça va être quelque chose, apparemment, qui est commune avec tous les étudiants. Je confirme. Bien. Ok. Allons-y avec le côté équilibre. J'avais noté ce truc avec l'impétrant passé, l'étudiant passé, mais je ne l'ai pas dit. Et le professeur Konaté l'a dit, mais on retrouve le même. J'ai l'impression que vous utilisez le même ordinateur. Les mêmes fautes. Pour pouvoir, c'est exactement ça.
le titre apparaît dans la table des matières. Ok, les remerciements, dédicaces, moi je n'en ai pas. Les mots-clés, moi, il faut faire très attention. Ça montre, alors que l'impression que M. Oberlin m'a laissé, c'est que c'est quelqu'un qui est très raffiné dans ses démarches. Donc ça déjà, il faut rapidement corriger ces aspects. Côté balance, c'est-à-dire équilibre des chapitres, bon, le premier chapitre, il fait à peu près 11 pages. Le deuxième, il fait jusqu'à 18 pages. Mais bon, ça peut se comprendre, mais il y a des parties peut-être qui doivent nécessairement envoyer en annexe. Et le troisième chapitre, qui est la caractérisation elle-même, ça fait 13 pages. Et puis, bon, le quatrième chapitre, il fait 12 pages. Bon, alors, je pense que le gros problème ici, c'est le chapitre de la présentation de la zone d'étude. Il faudra réellement couper des morceaux et puis envoyer en annexe. L'introduction générale. Qu'est-ce que j'ai dit? Je permettez-moi de porter mes lunettes, vous ne me voyez pas, mais moi je me vois moi-même. Alors, moi j'ai dit assez bonne introduction générale, mais il manque le pointage de la véritable limite. En réalité, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup lu. Et ça, c'est un couteau à deux tranchants. Vous avez beaucoup lu. Quand on regarde le mémoire, en tout cas, vous citez beaucoup, innombrable littérature. Ça, c'est magnifique. Et seulement, vous n'avez pas restitué la question de la mangrove de Grand Bassam par rapport à la nécessité d'avoir une planification intégrée de la gestion même de cette zone humide. Parce que vous me semblez très très optimiste. Vous croyez que entre 2017 et 2030, ça va être juste 1,87% de perte? Mais vous rêvez, monsieur. Vous rêvez. Je suis allé voir le site. J'ai eu le courage entre 2 verres de jus de fruits et de dire aux responsables politiques du pays, c'est grave ce qui se passe actuellement sur Grand Bassam. C'est grave parce que normalement, on doit mettre ce site-là dans ce qu'on appelle la liste de Montreux. Les caractéristiques écologiques du site-là sont complètement perturbées. Ça change. Alors, et ce qui est montré dans votre graphique en page 11 de votre diapositive, ça relève de l'optimisme, mais inutile. C'est un optimisme inutile. Donc, l'introduction, j'en ai fini. C'est une assez bonne longueur. On peut encore réduire un tout petit peu. Mais voilà. Si on passe à la page 3, les généralités sur les mangroves, spécificités des écosystèmes, tout ça, vous m'envoyez ça en annexe. Surtout que vous n'abordez même pas la mangrove de la Côte d'Ivoire. Voilà, vous m'envoyez ça en annexe. La seule partie de la mangrove de la Côte d'Ivoire que vous avez, c'est en page 4, où vous parlez, c'est le dernier paragraphe, où vous parlez de Kwame et collaborateurs. Ça, c'est voilà. Ça, c'est le seul élément. Ça, vous pouvez simplement prendre et tenir compte de ça. Voilà. Pareil pour la page 5. C'est distribution spatiale des mangroves. Moi, je ne vois pas apparaître la Côte d'Ivoire. Et sauf également le dernier paragraphe où vous indiquez une référence du professeur Niakou. Bien. Alors, maintenant, allons-y à la page 6. L'intérêt écologique et socio-économique. En tout cas, moi, ça me plaît bien qu'on aborde ces questions. Mais malheureusement, rien sur la Côte d'Ivoire. Et l'importance écologique, vous n'abordez pas la Côte d'Ivoire. Rien. C'est
c'est piqué de la littérature. Et donc, on nous parle des mangroves du golfe du Mexique.